Alors, bon. Je ne me, j'ai- Moi, j'ai toujours tendance à galoper dans la matière, hein. J'ai prévu, normalement, il est prévu les fichiers, mais est-ce qu'on doit avancer la matière ou est-ce que vous voulez que l'on se pose? Bonsoir Amédée. Voyons voir d'abord, n'avançons pas trop vite. Les sets, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un set? Donc, dans l'API collection, les listes, ce sont des éléments ordonnés qui acceptent les doublons. Ordonné signifie qu'on va accéder à la position 0, 1, 2, 3, 4. Les sets, c'est une collection d'éléments non ordonnés. Donc, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'accès à la position 0, la position 1, etc. C'est non ordonné par défaut, mais il y a moyen de les ordonner ensuite. Et interdit d'avoir des doublons. Voilà la vraie grosse différence entre les listes et les sets. Donc, généralement, vous allez souvent faire des listes, et puis de temps en temps, vous allez dire, ah oui, mais non, mais je n'ai pas envie qu'il y ait des doublons, donc dès le départ, je choisis un set, comme ça, il me garantit qu'il n'y a pas de doublons. C'est vraiment ça qui va être votre argument de choix entre les deux. Les maps, eux, c'est une association clé-valeur. Donc là, de nouveau, on n'est pas dans une idée de ordre avec accès position, on est plutôt accès clé. Donc, si je dis par exemple, donne-moi les livres de John, la clé c'est John, la valeur c'est tous les livres associés à John. Tu veux, je veux dire. Comme ceci. Donc, voyons voir cette histoire de set justement. Et si on se rappelle, il y a toujours la notion de interface et classe abstraite et classe concrète. Donc, tout au-dessus, il y a l'interface collection, bien sûr. Et puis juste en dessous, qui hérite de l'interface collection, l'interface set. Et on voit tout de suite qu'il y a déjà une première implémentation de abstract set ici qui implémente une partie des méthodes de set et de collection. Et le reste est implémenté au niveau des classes concrètes, notamment le triset qui est un abstract set et un set voilà, par implémentation héritage. Par héritage ici et par implémentation là. Mais on voit qu'un triset, c'est également quelque chose qui implémente l'interface navigable set. Donc, navigable signifie next, previous. Donc, on va pouvoir naviguer dans la liste. Qui elle-même hérite de sorted set. Et donc, on a la possibilité d'avoir un ensemble trié. Par le fait que cette interface impose une méthode de tri. On verra comment. Par contre, le H7, lui, n'implémente pas sorted set ni navigable set. Donc, c'est vraiment l'exemple par défaut d'un ensemble, alors que triset est un ensemble un peu plus riche, puisqu'il implémente encore ces deux interfaces. Je ne présente pas toutes les classes comme linked, H7, parce que finalement, c'est une liste chaînée d'éléments sans doublon. Donc, c'est juste une particularité de celui-là, que c'est chaîné. Enum7, c'est un ensemble d'éléments énumérés. Donc, la différence avec le H7 ici, c'est qu'on voit que H7 implémente, hérite d'abstract set, implémente les méthodes de l'interface ici. Donc, là, il y a une partie de choses qui sont limitées à la notion d'énumération.
Bon, alors, qu'est-ce que j'ai choisi d'implémenter? C'est le H7 et il y a également un triset ici que j'ai fait. Donc, dans ce H7, on a toujours une liste de jours. J'instancie new H7 de jours, pas oublier l'appel du constructeur. Et puis, j'essaie d'ajouter lundi. Voilà, et ça réussit. J'essaie d'ajouter mardi. Ça réussit. J'essaie d'ajouter encore lundi. C'est refusé. Quand ça refuse, ça ne va pas faire un message d'erreur, ça ne va pas planter. Non, ça ne le fait pas. Et la méthode renvoie true ou false. Donc là, en l'occurrence, il renvoie false pour dire qu'il n'a pas réussi à ajouter. Donc là, les deux premiers sont ajoutés. Le troisième est refusé. On a lundi, mardi, mais pas une deuxième fois lundi. J'affiche ensuite mon H7 et on voit bien qu'il n'y a que lundi et mardi dans cet ensemble. Je peux également ajouter la valeur nulle. Donc, c'est autorisé. C'est aussi parfois une des différences entre les différents types d'implémentation. Quelle est la différence entre tous ces machins-là? Et ben, vous verrez que les différences, c'est parfois est-ce qu'il accepte nul, est-ce qu'il est asynchrone, des choses comme ça. Donc, il y a un tableau récapitulatif ici qui présente voilà, les différents contexte d'utilisation. Je le retrouve. Il est quelque part ici. Donc, en l'occurrence, on peut ajouter la valeur nulle et dans notre tableau, du coup, j'aurai nul lundi et mardi. Et vous voyez qu'il n'a pas ajouté à la fin. On n'a pas une histoire ordonnée où on ajoute toujours à la fin, où on insère la position un tel, etc. Non, lui, il l'a mis ici parce qu'il considère que c'est la place qu'il doit avoir cette valeur-là. C'est ce que je fais là. Donc, la ajouter, puis je l'affiche. OK. J'ajoute jeudi et vous voyez que jeudi a été ajouté ici. Bizarre, hein? Bon, allez. Lundi et mardi, ils sont bien l'un à la suite de l'autre. Lundi, mardi. On pourrait croire qu'il ajoute à la fin, mais pas du tout. Parce que quand j'ajoute nul, il est ajouté en premier. Quand j'ajoute jeudi, il est ajouté ici après nul. Et pas par ordre alphabétique? Pas du tout. Non. Non, non, non. En fait, il va y avoir un hachage qui va calculer la position des éléments. Et ça n'a aucune C'est-à-dire, importance. Ça n'a mais vraiment. Oui. pourtant, quand il le met, on lui donne pas forcément de position. Il la met aléatoirement. Je comprends pas. Non, 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 sûrement pas. On est dans la programmation ici. À moins que, non, il pourrait y avoir un random, d'accord, mais c'est pas c'est pas le cas. Allez, hop, il faut que je retrouve la page. Donc, il y a une notion de hashcode qui va être calculée pour savoir un petit peu quelle est la position. Dans un set, il est très important que vous ayez une méthode equals et une méthode hashcode. Il va se baser là-dessus pour d'une part, avec la méthode equals, il va dire est-ce que deux éléments sont les mêmes? Si les deux éléments sont les mêmes, alors je ne l'ajoute pas, puisqu'il ne peut pas y avoir de doublon. Avec la méthode hashcode, il va déterminer quelle est la position de l'élément. Donc, toutes les classes ont, si je définis, alors peut-être allons voir nos géométries ici. Oui. On a une forme. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Je vais prendre une où on a quand même quelques classes. Concours participants. Un concours. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai un main? Bon, je vais ajouter une méthode main.
Donc, avec ces concours, imaginez, je crée une array list de concours. Ça. New array list. J'importe Java utile array list. Et voyez, ça je peux faire. L'opérateur diamant, je le renseigne au niveau de la déclaration. Je déclare une array list de concours. Et au niveau de l'instanciation, je ne suis pas obligé de mettre un nouveau concours ici. Je peux le faire, mais je ne suis pas obligé, ça a déjà été dit à cet endroit-là. Donc, on peut simplifier comme ça. Attention, viens le mettre, hein, parce que là, non. Là, il dit, attention, il y a un problème, il te manque la précision du type générique. La généricité doit être précisée. Donc, je le mets vide, il va utiliser celui qui est déclaré. .add new concours. J'ajoute un nouveau concours. Et je pense que là, il fallait fournir le titre et les participants. Donc, test 1 et aucun participant. Ça devrait... Ah oui, en plus de ça, il y a des try catch. Tant pis. Throws. Voilà. Et donc, je peux ajouter comme ça des concours dans mon array list. Qui serait peut-être bien, c'est d'avoir des instances. Donc, concours test. Ceci. Et je peux mettre test plusieurs fois. Autant de fois que je veux. Aucun problème. Oui, d'accord. Ok, ça, c'est pas une bonne idée, ça, parce qu'il faut qu'il y ait des participants. Donc, les participants, un tableau de participants. Ok. Voilà. Et voilà, comme ça, on a nos concours. Et là, franchement, il me met dans la liste. Premier concours, aucun gagnant sur 3 participants. Deuxième concours, troisième concours. C'est 3 fois le même concours que j'ai ajouté. Aucun problème. Je définis à contrario un H7 de concours. Diamant. Voilà. J'importe cette collection. Et dans ce H7, je vais ajouter la même méthode add, exactement la même,
puisqu'on est dans l'implémentation de la même interface collection. Du coup, les deux classes ArrayList et H7 possèdent la même méthode pour ajouter. C'est ça le grand avantage des interfaces finalement. Le vocabulaire, du coup, peut être généralisé, centralisé. Tout le monde fera add pour ajouter, tout le monde fera remove pour retirer, et c'est pratique. Hop, j'affiche. Vous voyez bien que dans ce deuxième exemple, il n'y en a qu'un. Un seul n'a été mis. OK. Créons un autre concours et voyons voir où est-ce qu'il va le placer. Course. Concours natation. Voilà, j'ai 3 concours. Je mets, on a bien vu qu'il ne faisait pas de doublon, mais donc voilà, je peux peut-être maintenant mettre ça ici. Je mets ça. Et ce qu'il faudrait, c'est quand même aussi une petite différence au niveau de l'affichage des concours. Ça, c'est mon toString. On va afficher le titre du concours. SB. SB, c'est notre string builder. Aucun gagnant. On va ajouter ici titre. Donc on a la course, puis le test 1, et puis la natation. Alors que j'ai mis le test, puis la course, puis la natation. Donc, ce n'est pas du tout dans l'ordre d'insertion que ça a été fait. Donc, il s'est basé sur quoi? Sur ce fameux hashcode. Le hashcode, c'est une méthode. Donc, je suis bien dans la classe concours. Dans la classe concours, il n'y a nulle part marqué hashcode, mais si je fais ça, j'ai une méthode equals qui est là. J'ai une méthode hashcode qui est là. Voilà. Il y a par héritage, cette méthode est prédéfinie déjà. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Ah pardon, là j'ai pas pris le concours, j'ai pris le H7. Je vais prendre le concours. Donc test a aussi une méthode hashcode. J'affiche le hashcode de test. Le hashcode de course et le hashcode de natation. Vous voyez qu'ici, on est à 604 millions, 107. Et là, on est 123 millions, 961 000. Donc, le hashcode de test est plus grand que les deux autres hashcodes. Et ici… Non, le dernier, il y a un chiffre en plus. Ah, pardon, que celui-là, il me semble bien. Donc, celui-ci, voilà, c'est donc 1 milliard, 227 millions.
Et ça, c'est le hashcode de natation. Il se retrouve en dernier. Donc, on a course est le plus petit, puis test, puis natation. Mais comment ce hashcode est calculé, etc. Ben, par défaut, puisqu'il n'a pas été signifié, c'est le hashcode qui est hérité de la classe object. Et si moi, je viens dans la classe concours et que j'ajoute public int hashcode, j'ai plus la signature exacte, donc je vais quand même pas l'inventer. Je vais le chercher ici, source generate les override implements méthodes, les méthodes héritées ou les méthodes d'interface. Donc là, on voit qu'on hérite de object et c'est cette fameuse méthode-ci. Oui, c'était juste, c'était ça, public int hashcode. Et vous voyez que par défaut, il appelle le hashcode de la classe object. Voilà. Donc, je peux très bien override ça et écrire mon propre hachage sur base de quoi? Mais c'est moi qui décide, c'est moi qui invente. Je vais peut-être prendre par exemple la longueur du titre, titre.length, multiplié par le nombre de participants. NB participants. Je trouve un algorithme, j'invente un algorithme pour calculer une valeur de hachage. Voilà, il existe plein d'algorithmes de hachage particuliers, etc., connus, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire gaffe, par contre, si je prends, je vais peut-être prendre plutôt la length. Je prends la length. Et je soustrais NB gagnant. Voilà, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, du coup, on a des hachages différents, personnalisés. Bon, ça donne des ex-aequo parce que mon algorithme n'est pas très, très subtil. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir des valeurs ex-aequo alors que les objets sont différents. Il vaut mieux éviter. Mais du coup, on a en fait finalement ici, donc, test, course, natation. Natation est le plus élevé. Il se retrouve en premier. Puis test et course sont ex-aequo et ils sont un peu dans l'ordre de l'ajout. C'est sans doute parce que test 1, 2, 4, 6 caractères. 6 caractères. Si je vais juste mettre test, voilà. Comme ça, on a 4 caractères, 6 caractères et un peu plus. Là, on aura vraiment une belle différence dans les hachages. 40, 60, 80. Voilà. Natation, puis test, puis course. Donc, vous voyez qu'il va les classer en calculant ce hachage. Oui. Vous pouvez remontrer la méthode là, que vous avez implémentée là maintenant? Parce que avant que vous l'implémentiez à nouveau, je vois qu'il mettait le plus grand nombre tout à la fin et là, c'est le plus grand nombre au début. Donc, titlent. Wow. Attends, on va voir. On peut voir que natation qui a 1 milliard est tout à la fin. Et alors que avec celle où vous avez mis titre lent fois Ouais. participant, quand il avait 80, comme il était plus élevé, là, il était en première position. Donc, je sais pas c'est quoi qui a Alors, fait. Oui, mais en fait, monsieur, en deuxième, c'était le plus petit, c'était test. Donc, c'était en première le plus grand.
En deuxième, le plus petit, et après, celui le mieux, si vous voulez. Attends, je n'ai pas suivi ce que tu m'as dit. Nous, on a mis... En fait, c'était 80, après c'était 40 et après c'était 60. Non, ça me semble comme ça. Ouais. Non, c'était 80, 60, 40. Oui, mais il affiche 80, 40, 60 parce qu'il affiche natation, test et après course. Ouais, il a affiché 40, 60, 80 alors. Parce que le test était plus court. Voilà, regarde. Donc, on a course le plus petit, puis test, et puis natation le plus grand. C'est juste, hein? Oui, mais vous avez changé un moment parce qu'avant c'était natation, test, course. Oui, maintenant il faut qu'il décommande dans la méthode, donc le retourne et de commander celui-là. Et on va voir que Ici, natation va être au début. Et natation est plus élevée. natation est plus élevée, et on Et a il a ensuite pris. test, C'est le et puis plus on a petit et course. ensuite course. Ah ouais, la Donc là, il n'y a course. pas trop de sens en fait. Voilà, très bien. Exactement. Donc, il calcule le hachage pour placer l'élément. Ce n'est pas une liste ordonnée. Ce n'est pas une liste ordonnée. Je le sais bien. J'essaie de vous retrouver le fonctionnement. Il y a une technique de plaçage en fait des éléments sur base de ce hachage. C'est pas exactement la même chose. Si, en interne. Je vais, par exemple, mettre un point d'arrêt. Point d'arrêt n'importe où, c'est pas important. Débugger. Et notre objet où es-tu? Voilà, ici. Notre H7, si je l'inspecte, ils ont 3 objets concours dedans. Je pensais qu'il allait mettre le type interne, mais il ne le met pas. Ouais, tant pis. Mais donc, ça ne fonctionne pas exactement comme un triset, parce que le triset, on a vraiment un arbre avec des nœuds fils gauche-droite, mais même logique en fait. Hein. L'ordonnancement n'est pas un ordre sur les tailles en fait du hachage. L'ordre en fait dans ce genre de collection, vous devez le définir avec une méthode de tri. Je ne sais pas pourquoi je perds à chaque fois le truc. Donc la méthode de tri, on va aller avec ce qu'on appelle l'interface sorted set. Donc on a cette interface-ci qui permettra de définir comment est-ce qu'on va trier les éléments pour avoir un ordre bien particulier. 2 techniques de tri, ordre naturel ou bien un ordre spécifique que l'on veut, non naturel. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre que la grosse différence avec les arrêlistes, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur la position des éléments. Outre ce hachage, mais même le résultat du hachage ne vous dit pas, voilà, il le met celui-là le plus petit en premier, et puis etc., le plus grand en dernier. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est pour que lui puisse les positionner. Ensuite, si vous voulez les trier, là, il faut trier avec des méthodes de tri. OK. Donc, en fait, ce hachage, il sert à dire, mais où est-ce que je veux en ajouter un nouveau? Je veux en insérer un autre. Donc, j'ai inséré test, le tout premier.
je veux ajouter course. Où est-ce que je le mets? Je le mets avant ou après test? C'est ça la question. Donc, si je fais un système out juste ici, après le deuxième, on voit qu'il met test en premier, puis course en deuxième. Et puis après, natation, il se demande où est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets entre test et course, ou est-ce que je le mets avant test ou après course? C'est juste ça. C'est à ça que sert en fait ce hachage. Savoir où il va l'insérer. Ok, alors justement, comment est-ce que maintenant on transforme notre H7 en quelque chose qui est triable? Juste encore une chose, equal c'est très important aussi. Je n'ai pas défini ça non plus. Donc si je viens implémenter equals et que je dis que deux éléments sont égaux si la longueur du titre est la même. Donc, ça ne s'écrit pas comme ça, pardon. Hop, je vais écrire. Si, pardon. Si la longueur du titre est égale à l'objet passé en paramètre ici, son titre, sa longueur. Donc 10, c'est le concours en cours. Objet, c'est le deuxième concours que je vais comparer. Mais là, il est défini sous forme d'objet général. Je vais le convertir, le caster en un concours, de façon à pouvoir avoir accès, du coup, à son titre. OK. C'est important qu'il mette object ici parce que cette méthode equals, elle doit être valable pour toutes les classes, tous les différents types de classes. Donc, on ne sait pas du tout à l'avance de quelle classe il s'agit. On ne peut pas mettre concours ici. Donc, on met objet. Et alors, c'est dans le code que vous allez dire, OK, l'objet, en fait, dans ce contexte-ci, c'est un concours. Je le convertis en concours. Et puis, j'accède à la propriété que je veux comparer. Je compare les deux titres, la longueur. Donc là, je suis en train de dire, si les deux concours ont un titre de même longueur, c'est le même concours. C'est idiot comme... mais c'est voilà, mon explication. Deux concours qui ont le même titre, c'est la même chose. Ce qui veut dire du coup que quand j'ajoute un concours ici qui s'appelle course, un concours natation, c'est deux concours différents. Mais si j'ajoute un autre concours, disons, je vais mettre ici, je mets course. Même titre, eh bien, au final, il ne va pas être ajouté. On se retrouve avec uniquement deux éléments, le test et la course. Donc, la méthode equals, elle sert lorsqu'on ajoute add. Si les deux éléments sont considérés comme equals, il n'ajoute pas. Et de même, dans add, il va regarder également à quelle position il va insérer avec le calcul du hashcode. Donc, quand vous faites des sets, pardon, vous devez vous assurer que, ici je vais faire un set de concours, la classe concours doit avoir une méthode equals et doit avoir une méthode hashcode. Il y a par défaut, donc par défaut, il y a déjà une méthode d'implémentation, mais si vous voulez contrôler davantage, vous allez écrire votre propre implémentation d'equals et de hashcode. Excusez-moi, Oui. je ne sais pas si j'ai bien compris, mais donc
hashcode, enfin la méthode hashcode et la méthode equals ont un lien avec la méthode add. Alors, les éléments ajoutés doivent réimplémenter leur méthode equals et hashcode. Donc, c'est bien au moment de l'ajout. Ces méthodes sont utilisées lors de l'ajout pour déterminer s'il est déjà présent. La valeur par hashcode est retournée et recherchée dans la collection. Donc, si aucun objet n'a la même valeur de hachage, alors le nouvel objet qu'on veut insérer n'est pas encore dans la collection et peut être ajouté. Donc, il utilise d'abord le hashcode pour trouver s'il n'y a pas un doublon. Si un ou plusieurs objets ont la même valeur de hashcode, alors il va utiliser en deuxième la méthode equals. Ok. Ok, j'ai compris. Donc, c'est pour ça que je vous dis que hashcode ne sert pas à dire à quelle position j'insère, mais il sert vraiment à dire, tiens, est-ce que les deux éléments ont le même hachage? Il faut vraiment comprendre le hachage comme étant une vérification de unique. Ah oui, ça c'est le même hash. C'est le même hash, donc c'est la même chose. Et c'est possible, en fait, enfin, ouais, enfin, à quel moment ça arrive qu'il y en ait deux qui aient le même hashcode? Ben, ça dépend de l'algorithme de hachage, hein. Si Ok. votre algorithme est trop simpliste, comme celui que j'ai mis par exemple là, il est très simpliste, hein. Là, il y a facilement deux titres qui auront la même longueur et il peut y avoir facilement deux concours qui ont le même nombre de participants. Et donc, forcément, là, j'essaie d'ajouter voilà, une différence avec le nombre de gagnants, mais il peut y avoir aussi deux concours avec la même longueur de titres, deux titres différents, hein, mais le même nombre de caractères, autant de participants dans les deux, autant de gagnants dans les deux concours. Du coup, le résultat donnera le même nombre. Si on met un des nombres au carré, simplement, ça peut déjà. Oui, voilà, il faut Oui. complexifier un petit peu, il faut complexifier l'algorithme. Ok. Vous avez vu que le hashcode par défaut est donné un nombre très très grand. Ça garantissait aussi moins de collisions. Ok, ben c'est juste ça qu'il faut retenir. Très important d'implémenter ces deux méthodes. Sinon, ben, par défaut, voilà, il y a déjà une implémentation, mais c'est intéressant d'avoir la sienne. Excusez-moi, ça peut être être bête une question, mais est-ce que ça peut aussi servir à numéroter de manière unique un objet, par exemple? Numéroté. Je reprends l'idée du tram. Je sais que ça irait pas parce que ça donnerait trop de nombres, mais on pourrait partir avec ça aussi. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais attention, comme il n'y a pas de garantie, deux trams peuvent avoir le même hashcode. La garantie que vous voulez, c'est justement si vous faites un set, un H7, en créant un tram et en l'ajoutant, vous avez la vérification qu'effectivement, il a un hashcode unique. Puisque la méthode add va vous renvoyer true ou false en vous disant, tiens, ben, là, tu essaies d'ajouter un truc que tu as déjà mis. Du coup, la valeur résultante ici est false. Donc, il ne suffit pas d'utiliser hashcode, il faut également vérifier qu'effectivement le hachage est unique. Voilà. Par exemple, en créant ce H7, vous ajoutez les trames et il vous dira « Ok, c'est bon, c'est unique. Ok, c'est bon. Non, c'est pas unique. » Ok. Oui, et alors, du coup, dans le source state set, lui, vous avez un ordre ascendant garanti. Donc, on veut pouvoir justement dire qui est le first, qui est le last, et on peut également utiliser des comparators pour comparer les éléments. Et donc, justement, ce qu'on va faire pour ça, c'est définir tri naturel et tri personnalisé. Alors, pour ça, on implémente deux interfaces, comparable et comparator.
Elles sont très importantes, ces deux interfaces-là. Voilà. Donc, c'est bien qu'on ait déjà vu les interfaces. Maintenant, je vous donne on a vu Clonable et autre exemple de deux interfaces très, très importantes, Comparable et Comparator. Alors, comment ça fonctionne? J'aimerais bien créer, toujours pour mon concours, une liste triée. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux faire. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui est triable. Donc, je ne peux pas aller là. Je dois aller ici. Parce que cette implémentation-là implémente sorted set. Donc, je vais créer un triset. Alors, new triset ts. Un triset de concours. Et je l'importe. Et donc, dans ce triset, je peux ajouter, comme pour tous les autres, le concours test, le concours course et natation. Je vais remettre peut-être ici au niveau du titre natation. Problème de cast. Voilà, ici, plantage, parce que il ne peut pas, la classe concours ne peut pas être convertie en comparable. Donc, de nouveau, là, avec cette implémentation-là, j'ai l'obligation de respecter les interfaces. Et dans la liste, on a vu que l'interface ici, sorted set, est imposée. Et l'interface sorted set nous dit il faut qu'il y ait un comparable qui soit mentionné. Il faut que la classe soit comparable. Et donc, du coup, il a planté avec compare, avec put, avec add, donc toute une série d'éléments qui ont planté parce qu'il manquait, parce qu'il n'arrivait pas à le convertir en objet comparable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dire en fait que cette classe concours, elle implémente comparable. Il ne suffit pas de le prétendre pour que ça suffise, hein, parce que ça, implémenter une interface, ça veut dire que je respecte, j'obéis au contrat. Et donc, du coup, voilà, je vais implémenter les méthodes que m'impose comparable. Voilà. Alors, il a ajouté à la fin. Et la méthode, c'est compareTo. Il n'y en a qu'une. Pour qu'un objet soit comparable, il doit expliquer comment est-ce qu'on compare. De nouveau, il y a l'objet 10, l'objet en cours, et il y a l'objet donné en paramètre ici. C'est donc ici un concours 2. Donc, je suis en train de comparer le premier concours avec le deuxième concours. Est-ce que ce concours-là est plus petit que celui-là? Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est égal? Donc, une méthode de comparaison, c'est une méthode qui doit renvoyer plus 1, moins 1 ou 0. Donc, on écrira, est-ce que celui-là est plus grand que celui-là? Alors, si c'est vrai, tu retournes plus 1. Sinon, si c'est le contraire et que c'est celui-là qui est plus grand que celui-là, tu retournes moins 1. Sinon, c'est que tous les deux sont égaux, tu retournes 0. C'est aussi facile que ça. Il faut juste renvoyer plus 1, moins 1 ou 0. Bon, maintenant, j'ai écrit n'importe quoi là. 10, voilà, il faut être plus précis. Est-ce que, comment je vais comparer? Je vais dire, voilà, si le titre, sa longueur, de nouveau, je viens avec un truc idiot, hein, la longueur du titre du premier,
est plus petite que la longueur du titre du second, alors plus 1, et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez analyser n'importe quel attribut, hein, et sur base d'un des attributs, vous allez définir votre comparaison. Donc là, je compare sur la longueur du titre. De nouveau, on a un objet, il faut le caster en concours. Voilà. Et pour être tranquille, ce que je peux faire, c'est le faire avant. Ici, donc c'est 2 casté en concours. Pardon, pas comme ça, pas comme ceci. Je déclare un concours et ce concours va s'appeler C, tout simplement. Et c'est mon C2, c'est mon objet. Voilà, objet casté en deuxième concours. Voilà, dès le départ, en fait, hein, vous faites votre conversion. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Donc, une méthode de comparaison est très facile à écrire. Elle renvoie plus 1, elle renvoie moins 1 ou elle renvoie 0 sur base d'un ou de plusieurs attributs que vous comparez de l'objet en cours et de l'objet passé en paramètre. Maintenant que j'ai rendu ma classe concours comparable, il va pouvoir ajouter dans ce triset les 3 concours. On a natation, course et on a test. Et il les a ajoutés dans l'ordre, la longueur, le plus long, le moyen et le plus petit en longueur de titre. Je change ma comparaison. Je dis moins 1, plus 1, 0. J'ai inversé l'ordre. Résultat, le plus petit au plus grand, ordre croissant. Donc, je suis en train de dire l'ordre naturel et normal des concours, c'est l'ordre croissant de la longueur du titre. À chaque fois que tu ajoutes un nouveau concours, tu le mettras dans l'ordre croissant de la longueur du titre. Et c'est ça comparable. Comparable, c'est expliquer quel est l'ordre naturel des concours. J'aurais pu dire non, c'est le nombre de participants. Plus un concours a de participants, plus il doit être classé en premier. Ou bien je dis c'est une combinaison, à la fois le titre et le nombre de participants et le nombre de gagnants. Alors là, mon algorithme va être un peu plus compliqué. Je vais faire plusieurs tests de comparaison ici et je renverrai ensuite, mais toujours envoyer plus 1, moins 1 ou 0. 0, ça signifie les deux éléments ont exactement la même longueur de titre ici, par exemple. Donc, ils sont à la même position dans le tri. Moins 1, ça veut dire il est avant l'autre. Plus 1, ça veut dire il est après l'autre. Dans le cas où on aurait des titres de même longueur, il ne renverrait pas une erreur, non? Pas du tout. On va se retrouver ici, return 0. Et donc, il ne va pas les trier. Ils sont au même endroit, même position. Donc, on peut, par exemple, mettre course. Ici, on avait test 1. Là, voilà. Hop, je n'ai pas fait, en fait. C'est ici qu'il faut que je le fasse. C'est là. Test. Voilà, test 1 et natation ont exactement la même longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je raconte? Mais oui, non, pardon. C'était test 1 et course. Mais là, il ne l'a pas ajouté parce que j'ai des problèmes de doublons. Et j'ai basé mes doublons sur la longueur également. Donc, je ne peux pas le vérifier. Il faudrait que je change
de critères pour ça. Est-ce que Mais il va les afficher de toute façon. C'est surtout ça la question. il va Il va les quand même afficher. Il va tous les afficher de toute manière. Il ne va pas les extraire de son classement. Il va les afficher quand même, mais il les mettra au même niveau, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Je crois que je le fais avec les 7 ici. Non, là j'ai un exemple de tri-set. Ouais. Et j'ajoute dans le désordre, hein, mercredi, mardi, lundi et tout ça. Et quand j'affiche, j'ai bien dans l'ordre prédéfini. Parce que par défaut, en fait, les énumérations, les énumes sont déjà comparables, hein, et donc c'est l'ordre de déclaration ici d'énumération qui sera utilisé. Donc ça, c'est une première chose, l'ordre naturel, comparable. Deuxième possibilité, un ordre différent, un ordre qu'on voudrait comparator, du coup, spécifié. Je perds la liste ici, donc ça c'est donc, l'ordre spécifique, ça va être l'interface comparator. Et là, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Donc, j'ai déclaré que mon concours était comparable. Je peux très bien dire qu'il implémente aussi comparator. Je l'importe. Et j'implémente les méthodes imposées. Et attention, ça se ressemble. Compare. Compare tout, c'est pour comparable, l'ordre naturel. Compare, c'est pour comparator. Et je suis en train de dire, voilà, j'ai un objet 1, un objet 2. Donc là, il y a plus de 10. Objet 1, objet 2. Je caste, je récupère mes concours. C1, c'est l'objet 1. Concours C2, c'est l'objet 2. Et voilà. Et puis j'explique. Ben, c'est la même chose. J'explique que si jamais le concours C1, son nombre de participants est plus grand que le concours C2, son nombre de participants, alors je renvoie 1. Sinon, si c'est le contraire, je renvoie -1. Sinon, c'est qu'ils ont un nombre de participants égaux, je renvoie 0. Donc là, j'ai créé une deuxième façon de trier. Première façon de trier sur la longueur du type, deuxième façon de trier sur le nombre de participants. Je peux trier cette liste, cette tri-set, de deux façons différentes. Mais vous avez vu que là, c'est l'ordre naturel. J'ai juste imprimé, j'ai juste affiché, c'est déjà trié. Donc, à chaque fois qu'il ajoute, il ajoute de façon triée au bon endroit. Il insère au bon endroit. Maintenant, je voudrais le trier sur l'autre tri. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je dois le... Collections, sorte,
Et je prends il y a donc 2 signatures. Je vais prendre d'abord le premier, tiens, celui-là. Et ça me renvoie une autre arrêt liste. Voilà, donc l'idée, c'est que je vais devoir convertir, par exemple, mes concours, mon tri-set, c'est ça toujours le plus dur, c'est qu'il faut le sortir. Je ne peux pas le laisser dans le tri-set parce que le tri-set, il doit être d'office trié par l'eau naturelle. Donc, je dois le convertir en arrêt liste et après, je pourrais trier l'arrêt liste. Si je fais ça plutôt... OK. Et liste. Et ensuite, oh là là, c'est quand même beaucoup de bazar. Ah oui, non. Ouf, on y est. Et donc, tableau, liste. Et voilà. Et il semble que ensuite il faut faire ça.
C'est étrange. Void to arréliste. Bizarre. Oh, oh, oh. Voilà, pardon. Okay. Ah, là, c'est trié. Et donc, ça nous donne peut pas être question en concours. À la ligne. Oui, on a de nouveau un problème ici. J'avais le même problème il y a 2 semaines. Ça, c'était avec... C'est dans le réseau qu'on a fait ça? Non, c'est bien dans interface and abstract. Donc, c'est là-dedans qu'on a fait ce genre de conversion. Ah oui, c'est là. Convertir. La liste en tableau. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux convertir le triset en arrêt liste. Je passe par un tableau. Bon, il faut le remplir à la main. Non, c'est ça, d'objet. Donc, tout arrêt donne un tableau d'objets. Des trucs que j'utilise pas beaucoup et donc forcément après, c'est un petit peu obscur. Ça m'arrive tout le temps, moi.
Ouais, pour ça, il faut vraiment de la pratique, hein. La pratique. Donc, ici, converti en tableau d'objets. Ensuite, je veux mettre tout ça dans une array list de concours. Donc, ici, je veux convertir en liste. Ceci devrait être accepté, oui. Ça me renvoie une array list d'objects. Si je mets d'objet, je n'aurai pas de problème. Mais est-ce que j'aurai peut-être un problème de tri après? C'est ça qui est embêtant. J'aurai sans doute un problème de tri. Ouais. Et là, il ne pourra pas caster ça. Il refusera. Donc, c'est là qu'il faut convertir chacun des trucs en castant. C'est pour ça que j'ai cette boucle-là. Ouais. OK. Donc, concours, crochet, crochet, et liste, et on va appeler ça plutôt TO. Et donc on aura parcourir objet O dans tout liste. Oh, orthographe, voilà. Et là, je le caste. Et je mets dans ma T-liste. Là, j'ai un petit problème avec ça parce que j'ai pas de I. Je n'ai pas de I. Alors, tant pis, je vais ajouter moi-même. Ici, I++. Donc voilà, j'ai converti mon triset en tableau d'objets. Je crée un tableau de concours. Je transfère tous ces objets en les castant en concours. Donc maintenant, j'ai bien un tableau de concours. Et c'est ce tableau de concours que je vais transformer en array list. Pour ça, il faut instancier une nouvelle array list et lui fournir en paramètre le tableau de concours converti avec asList. Et ça devrait être bien un tableau de concours, une liste de concours. Voilà. Et voilà, la sorte accepte. Et je peux du coup voir le résultat. Ok, donc on a exactement le même tri. Ça, c'est le tri naturel. Sorte avec juste mon array list.
tri naturel. Par contre, je peux fournir en second paramètre une instance, et ça c'est donc ici, vous avez donc celui-là, une instance de comparator. Je suis dans le concours. Je ne peux pas l'utiliser ici. Parce que je suis dans le main, c'est pour ça. Donc, je lui donne n'importe quoi. Voilà, je vais donner new concours. Et donc là, je dois mettre encore des participants. Voilà, et donc là, j'ai trié sur l'autre ordre de tri, mais il faudrait que je fasse des petites différences. Donc les différences, ça va être, comme on a dit, le nombre de participants. OK. Donc, on va avoir un premier concours avec ces participants-là. Et puis, d'autres participants. Hop, les verts. On va en mettre juste un, deux. Voilà. Dans ce concours-là, il y a ceux-là. Dans ce concours-ci, il y a les verts. Et puis un autre groupe de participants. On en aura 6. Qu'importe leur nom finalement. Juste, voilà. Et ceux-là vont s'appeler les rouges. Et donc, on fait participer les rouges à ce concours de natation. Donc, il y a ce concours-là avec 3, celui-ci avec 2 participants, et celui-là avec 6 participants. J'ai fait une erreur de position là. OK. Index 3, out of bound for index 3. Oui, pardon, ok. Ça c'est participant, ça c'est vert. Donc ça c'est vert, ça c'est vert, ça c'est rouge. Voilà, donc ce tableau-là, ce tableau-ci et ce tableau-là.
Et on fait au moins 3, ben, pas de chance. Ici, j'en ai pas mis 3, donc il est passé à 4. Et... c'est embêtant d'avoir le même résultat. Le même résultat, on doit faire quelques différences alors. Donc, il y a 3 participants, il y en a 4 et il y en a 6. J'ai bêtement mis dans un ordre 3, 4, 6. Donc, mettons un désordre. Voilà, ici, il y en a 4. Là, il y en a 3. Et puis, il y en a 6. Voilà, on voit une différence. L'ordre naturel, l'ordre du nombre de participants. 3, 4, puis 6. Donc, on a dit que l'ordre naturel, c'était la longueur du titre. Test, course, natation. Et l'ordre personnalisé, c'est basé sur le nombre de participants. Donc, on a défini pour ça une méthode compare dans laquelle on a 2 objets comparables l'un à l'autre. Je les casse, ce sont des concours. Je compare le nombre de participants des 2 concours et je dis si je veux l'ordre croissant ou décroissant. Si je mets plus grand que et que je renvoie 1, c'est-à-dire j'aurai l'ordre croissant. Si je mets plus grand que et que je renvoie moins 1, et ensuite après je mets plus petit que et je renvoie 1, j'aurai l'ordre décroissant. Il suffit de tester pour s'en rendre compte. Voilà, 6, puis 4, puis 3. Je peux avoir qu'un seul ordre naturel, une seule méthode compare, une seule façon de trier naturellement une classe. Je peux avoir autant d'ordres personnalisés que je veux. Ça ne veut pas dire que je peux avoir plusieurs méthodes compare, non, il n'y a jamais qu'une seule méthode compare. Mais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fournir en paramètre ici un comparator. Là, qu'est-ce que j'ai fourni? J'ai fourni un objet concours. Un objet concours, c'est un objet qui implémente comparator, donc c'est un comparator. Qu'importe l'instance, j'ai vraiment mis n'importe quoi dans ce concours. Donc là, j'ai mis un peu n'importe quoi. Ce n'est pas important. C'était juste pour avoir un objet qui implémente. Maintenant, je vais faire une autre technique. Je vais trier de nouveau et je vais lui fournir une instance de comparator. Mais ce n'est pas possible, ça c'était une interface. Je ne peux pas instancier une interface. Je peux faire ça et ajouter les méthodes. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine passée, ou enfin, c'était il y a 2 semaines. J'ai ici, comment est-ce qu'on appelle ce truc-là? Une interface que j'instancie et ce faisant, je fournis le code des méthodes abstraites. Comment ça s'appelle ça? C'était pas le surclassement? Non. Non, ça. Ah, le polymorphisme. C'est pas une. Le polymorphisme. Comme ils trouvent des fonctions orphelines. C'est pas le polymorphisme? Non. On parle des classes internes et Un briquet. ici, en l'occurrence, on a une classe anonyme
Ok. Les classes internes ou locales, c'est ce qu'on a vu avec le point. Donc, on a la classe moteur ici dans la classe voiture, classe interne. Et là, je vous présente une classe anonyme. Le fait d'instancier new démarrable une interface. Et comme c'est une interface, il faut fournir le code source des méthodes abstraites au moment de l'instanciation. Classe anonyme, elles n'ont pas de nom. Et donc, ça sert aussi à ça, les classes anonymes. J'ai besoin de trier cette liste avec un tri particulier, un tri que je décide maintenant. J'explique en fournissant un comparator à la volée et je donne mon code de tri ici. Donc, je vais dire, voilà, pour trier celui-là, même chose. Je prends mes deux objets en paramètres, je les convertis en concours. Et puis après, je vais me baser sur quoi? Par exemple, sur le nombre de gagnants. Et voilà. Et je fournis un autre tri. Je ne suis pas sûr que, par contre, le nombre de gagnants soit calculé. Donc, je vais peut-être prendre... Oui, qu'importe, on peut prendre le nombre de gagnants. Voilà, nombre de gagnants. Juste avant ça, faisons-le dans la liste. Dans la liste get 0, ajouter gagnant, on va dire que on a voilà comme ça participant 0 qui est gagnant. Voilà, là j'ai ajouté un gagnant dans cette liste-là. J'ajoute un autre gagnant dans la même liste. Dans une deuxième liste, deuxième concours, j'ajoute un gagnant. Et dans un troisième concours, il y a 3 concours dans cette liste. Et celui-là contient les rouges. Je vais ajouter 2 gagnants, par exemple. Est-ce que j'affiche? Je ne l'affiche toujours pas, donc je vais l'afficher. Hop. Là, on a avant, après. Donc là, le gagnant, c'est Bob. On a d'abord la course, puis on a le test avec le gagnant James, et puis on a la natation avec le gagnant Clark et Bob. C'est bizarre que j'en ai qu'un seul ici, un seul là. J'en ai ajouté combien? 2, 1 et 2.
dans celle-là, j'ai bien ajouté mes 2. Dans celle-ci, j'ai ajouté vers 0 James. C'est celui-là qui passe pas 0 et 3. Ah, 2 fois Clark. Voilà, comme ça. Pourtant sur 3, en fait, il me dit. C'est comme si je n'avais pas ajouté mes 4 participants. Longueur du nom. Ah, mais c'est la course qui a celui-là. C'est la course, il n'y en a qu'un. Les verts, j'ai 3 participants. Ok, donc, ouais, c'est parce que je les ai ajoutés dans le désordre ici, sans savoir où je les mettais. Donc, à mon avis, dans la liste, j'ai d'abord la course. Donc, c'est les verts que je dois mettre ici. Et après, j'ai le test. Ouais, et donc, je veux en mettre 2 ici, dans le test. Donc là, j'en ai 2 dans le test, j'en ai 1 dans la course et j'en ai 2 dans la natation. Voilà, c'est un peu plus plausible. Et on peut voir qu'il les a bien triés par nombre de gagnants. Avec ici, 3 gagnants. Donc voilà, on peut créer des tris, soit en disant que la classe qui va se trouver dans mon triset est comparator. Et à ce moment-là, elle a une méthode pour pouvoir trier. Ou elle est comparable, elle a une méthode de tri naturel. Ou bien on peut, au moment du tri, fournir à la volée une classe anonyme comparator. Mais on part toujours de collections pour en sorte. La liste qu'on fournit est un array list et après on explique comment comparer. Le comparable, c'est classé par ordre naturel, mais c'est quand même nous qui déterminons sur quoi on veut classer naturellement. Oui, tout à fait. Donc ça peut être voilà, dans un contexte de géométrie, vous allez dire oui, mais c'est par rapport à la superficie. Les formes les plus grandes, qui ont le plus de surface seront en premier, par exemple. Ou bien vous allez dire non. Côté, ouais. Oui, ça peut être la côté, ça peut être la position du point central, voilà. Tout dépend de vraiment le problème posé. Vous imaginez bien que dans l'application, vous avez une liste de produits et l'utilisateur, lui, il veut trier sur ce qu'il veut. Il veut trier sur le prix, il veut trier sur le nom du produit, il veut trier sur la catégorie, etc. Le nombre Donc, de ventes, etc. Voilà, exactement. Et donc, vous allez devoir fournir autant de comparators que de possibilités que vous voulez lui donner pour trier. J'imagine qu'à terme, ce sera utilisable sur des bases de données externes, SQL et ce genre de choses. Tout à fait. Il ne faudra pas oublier effectivement que
ben, notre objet concours ici, ben, il va être sérialisé, il sera dans une base de données. Et là, c'est vraiment le modèle, on explique qu'est-ce que c'est qu'un concours et comment on le manipule. La base de données, c'est seulement une sauvegarde. C'est tout. Pour l'instant, tout ça est dans la mémoire RAM. Tout est perdu quand le programme est arrêté. Eh ben, on va sauvegarder tout ce qu'on a ajouté ici. Donc, tout ce qu'on a ajouté dans le reset avant qu'il soit perdu, on le sauve dans la base de données. Et inversement, quand on lance le programme, on va d'abord lire la sauvegarde pour la récupérer en reset. Et puis après, l'application fait les manipulations qu'elle doit faire. Ok. Ok, voilà, c'était vraiment le plus important que je voulais voir aujourd'hui, c'était cette histoire de tri que vous pouvez vraiment implémenter sur n'importe quel type de classe. Du coup, là, moi, j'ai pris l'exemple des concours, mais vous pouvez prendre n'importe quel problème qu'on avait et vous dire, tiens, ben voilà, je dois les mettre dans un triset. Pour ça, je dois fournir implémenter comparable. Et si je veux trier sur plusieurs autres ordres de tri, je vais fournir des comparateurs. 3 solutions pour le comparateur. On en a vu 2. On a vu comme première solution dire que la classe implémente comparateur, la classe que je vais mettre dans mon triset. Deuxième solution, fournir à la volée une classe anonyme. Donc, lors de l'appel, je fournis une classe anonyme et c'est là que j'implémente. Et troisième solution, vous créez une classe que vous allez appeler comme vous voulez, par exemple price. Il n'y a pas de prix ici, mais je vais peut-être dire plutôt title comparator. Vous dites qu'elle implémente comparator. Allez, qu'est-ce que tu me fais? Add. OK, voilà. Finish. Donc, une autre classe dans laquelle vous mettez le code de la méthode donc compare. Vous pouvez du coup la dire, je suis en train de comparer des concours. Ah, ça c'est encore plus chouette du coup. Il va automatiquement, on n'a plus besoin de celle-là, être en train de comparer des concours. Pas besoin de caster. On gagne une ligne de code. On doit plus caster, enfin 2 lignes de code. Et je reprends mon algorithme if else return 0. Voilà, et je dis que voilà, si le titre de l'un, de nouveau je viens avec sa longueur, mais voilà, parce qu'on n'a que ça. C'était quoi? C'était titre, oui. Ah oui, ok. Getter. Voilà. Et donc, je fais une classe externe que j'appelle, que je suffixe, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus compréhensible. Hein. Je suffixe avec le mot comparateur. Comme ça, je dis, voilà, ça, c'est un comparateur de titre qui implémente comparateur de concours. Et dans mon application, dans mon main, je peux du coup appeler concours sort avec la liste et fournir en paramètre, du coup, une instance de title comparator. Et
voilà. Donc, j'instancie une instance de cette classe-là que je donne à la méthode sort. Et elle pourra trier, du coup, ma liste. Donc là, on revient à la longueur du titre pour trier. Donc, 3 techniques pour le comparator. Classe externe, classe anonyme et la classe elle-même est une classe de type comparator. La classe elle-même, tout simplement. C'est à faire avec des exercices. On arrête là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonnes vacances à vous. Oui, bon congé. Merci monsieur, bonne soirée à vous.